Alors que la France était sous occupation, le maréchal Pétain n'a pas jugé mieux à faire que de tenter de déchoir de sa nationalité le général de Gaulle, lequel, seul général de Gaulle, devait apporter les solutions aux difficultés que rencontrait la France à l'époque. Le représentant de la communauté internationale en Côte d'Ivoire aujourd'hui a estimé qu'il était plus important pour lui d'écarter Laurent Koudou-Gbagbo au motif que celui-ci, une fois à La Haye, lui poserait moins de problèmes. Malheureusement, pour lui, non seulement il n'arrive pas à résoudre les problèmes en Côte d'Ivoire, mais seulement, comme vous pouvez le constater, le peuple est resté fidèle au président élu de la Côte d'Ivoire. On s'est déplacé aujourd'hui parce que c'est vrai qu'ils ont reporté sur le jugement, mais nous sommes déplacés pour dire aux Européens que l'injustice, ça ne pourrait pas marcher dans ce monde-là. Même si le monde est dirigé par des puissants, mais à un certain moment donné, la vérité triomphera. Et c'est pour cela que nous sommes là, pour dire que ce monsieur ne mérite pas d'être dans ce mur. Au contraire, de pouvoir être dans un palais en Côte d'Ivoire pour diriger le roi Côte d'Ivoire parce qu'il a été élu démocratiquement. Donc l'injustice, nous allons combattre ça et on ira jusqu'au bout. Si je suis ici, c'est parce que j'ai mal au cœur. Voilà, j'ai mon pays qui est balafré aujourd'hui. Je suis venue de la Côte d'Ivoire il y a 2 mois. Et aujourd'hui, on ne se reconnaît pas, on ne se parle pas. Donc si je suis dans ce combat, c'est parce que je sais que Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, est dans la vérité. Au regard donc de ce dernier report de l'audience de confirmation ou non des charges contre le président Laurent Gbagbo, ce qu'on peut retenir, c'est que nous sommes d'abord dans une procédure qui a ses aléas. Les aléas de toute procédure juridique et judiciaire, c'est bien entendu qu'on doit préparer l'audience, c'est-à-dire que chaque partie doit pouvoir faire valoir ses droits. Même si le procès est à chaque fois reporté, il faut que nous maintenions cette mobilisation pour montrer à la face du monde qu'effectivement le président élu de la Côte d'Ivoire est reconnu par le Conseil constitutionnel. Celui-là est détenu ici à La Haye de façon illégale. Donc il faut que nous soyons là, même si à chaque fois il y a report. Guy Laberty, bonjour. Bonjour. Alors, le président Hollande a été élu il y a quelque temps. Vous êtes un fervent socialiste. Malheureusement, d'après ce que nous constatons, vous n'êtes pas proche de lui. Pourquoi ? Non, ça ne se pose pas tout à fait en ces termes. Moi, j'ai été pendant très longtemps le délégué national à l'Afrique du Parti socialiste, alors même que François Hollande était premier secrétaire. Bon, des divergences en particulier sur le conflit ivoirien sur la Côte d'Ivoire sont intervenues, c'est un secret pour personne. Bon, aujourd'hui, François Hollande ne semble pas avoir beaucoup bougé dans son appréciation du président Laurent Gbagbo. Ceci dit, je sens qu'il a quelques préventions par rapport au système de M. Ouattara. Bien sûr, il l'a reçu, comme il doit le faire protocolairement récemment. C'est l'avenir qui dira s'il y aura une véritable évolution dans la politique de la France en Côte d'Ivoire. Là, c'est encore trop tôt pour le dire. L'aspect sur lequel je voudrais intervenir va s'actuer sur le cas Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko que j'ai connu personnellement pour avoir fait l'université avec vous. Quand on était à Mermoz, Bakayoko, aujourd'hui, il se prend pour le maître de la Côte d'Ivoire parce que il tient Ouattara dans ses mains, parce qu'il est aussi en complicité avec Soro Guillaume. Donc, ils sont en train de préparer la sortie de Ouattara. C'est à eux de nous dire comment il va sortir. Mais ce que je voudrais dire, c'est que Ahmed Bakayoko n'a pas les moyens pour incriminer continuellement les Ivoiriens et de façon impunie. C'est eux qui, à son temps, disaient qu'il y a une impunité en Côte d'Ivoire. Ils savaient aujourd'hui qu'Ahmed Bakayoko est le ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire. Mais au jour le jour, les policiers FRC ne cessent de massacrer le peuple de Côte d'Ivoire. Récemment, on vient de produire
un protocole qui fait le rapport des massacres et de l'insécurité en Côte d'Ivoire. Clairement, il a été démontré dans ce rapport une complaisance que nous autres ne comprenons pas. Depuis qu'on nous a imposé ce burkinabé Mossi Draman, la Côte d'Ivoire ne se retrouve plus, la sécurité n'existe plus. Voilà, à partir d'Abou, on a ces gens-là qu'on appelle les dozos, voilà, qui font la loi. Voilà. Donc aujourd'hui, les Ivoiriens, sincèrement, ne se reconnaissent plus, ne se parlent pas. Les deux demandes ont été formulées par l'équipe de défense du président pour demander des enquêtes supplémentaires, pour demander des preuves supplémentaires, pour donner... Ou des enquêtes contradictoires. Ou des enquêtes contradictoires. Et donc, à partir de ce moment-là, on voit bien que c'est l'équipe de défense du président qui a pris en main le dossier. L'équipe a placé la Cour face à ses responsabilités parce que la Cour devra trancher à l'issue de ce report différentes questions. La question initiale qui est celle de la compétence. Est-ce que cette Cour est compétente pour juger le président? Nous sommes un communiqué pour accuser Abel Naki de participer à un coup d'État qui serait en préparation. Ça démontre clairement que les gens n'ont pas les moyens de leur pouvoir qu'ils sont en train de gérer avec les armes. Ils n'ont pas les moyens et c'est au peuple de Côte d'Ivoire d'en décider qui doit diriger la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on s'impose au peuple de Côte d'Ivoire pour l'étouffer dans sa volonté d'aller vers de l'avant. En tant que socialiste convaincu, je ne veux pas douter de l'attachement de M. Hollande aux droits de l'homme, et s'il est vraiment aussi attaché que ça aux libertés démocratiques et aux droits de l'homme, il devrait s'apercevoir que le système mis en place aujourd'hui par M. Ouattara est très loin de ses valeurs. Alors ce sera à lui d'apprécier. Il est le chef de l'État, je ne suis qu'un militant socialiste. Au niveau de la sécurité, je peux dire que c'est nul. Voilà, aujourd'hui, voilà, la sécurité manque vraiment en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas aller à un commissariat ou aller te lamenter si tu as des problèmes avec quelqu'un, où on va te dire où tu seras satisfait. Voilà, donc c'est un réel problème qu'on vit aujourd'hui, qu'on connaît aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et c'est un danger pour les pauvres citoyens qui sont là aujourd'hui. Ahmed Bakayoko, qui n'a pas aussi les moyens intellectuels en tant que tel pour diriger la Côte d'Ivoire. Parce que Ahmed Bakayoko a fréquenté très tôt les loges de la maçonnerie. Aujourd'hui, il a le soutien de toutes ces loges en France. Mais donc, c'est ceux-là qui lui donnent un soutien et il pense qu'il a les moyens pour s'imposer continuellement aux Ivoiriens. Mais ça ne se fera pas ainsi. Il faut que le droit se rétablisse en Côte d'Ivoire, il faut que la démocratie soit restaurée en Côte d'Ivoire, de sorte à permettre aux Ivoiriens d'aller à la réconciliation, celle-là même qui nous permettent de nous mettre ensemble autour d'un idéal. Et cet idéal, c'est ce que Laurent Gbagbo défend. Et donc, il faut libérer Laurent Gbagbo, il faut le rétablir dans ses droits, de sorte à permettre à la Côte d'Ivoire d'aller de l'avant. Donc ce que je veux dire aussi à nos frères africains et à nos frères ivoiriens, il faut qu'on aille devant la prison. C'est là-bas que ça se passe. Où on doit aller devant la CPI. C'est là-bas que ça se passe. Et c'est là-bas qu'on doit montrer à la face du monde que nous, Ivoiriens, nous, Africains, nous voulons libérer ce pays-là et nous voulons libérer l'Afrique. Donc il ne faut pas que nos frères aient peur. Le droit européen permet les sittings et les marches. Le droit européen reconnaît la charte universelle des droits de l'homme. Donc à partir de ce moment-là, il ne faut pas que nos frères se fourvoient derrière les autorisations que donne le maire et après qu'il les enlève. Il y a une loi suprême qui est là, qui est la loi européenne. Les directives européennes permettent des marches. Donc nous devons utiliser ça et à chaque fois aller devant la prison et que notre président doit savoir qu'on est là parce que devant cette prison-là, nous allons faire des sittings. Il y a une forte pauvreté aujourd'hui en Côte d'Ivoire. J'ai été au marché à Abidjan. Si tu n'as pas 10 000 francs, tu ne peux pas t'acheter des bananes qui coûtaient avant 200 francs. Donc les gens souffrent réellement de la faim. Les gens meurent vraiment de faim. J'ai été aussi à l'hôpital qu'on appelle le CHU de Trècheville. Là-bas aussi, c'est une catastrophe. Les gens meurent pour des maladies élémentaires en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc vraiment pour moi,
c'est dur, vraiment, je ne sais pas, les mots me manquent parce que vraiment, j'ai vécu une situation de 3 semaines où j'ai dû faire du social là-bas. Voilà, j'ai dû aider des frères que je ne connaissais même pas, des gens que j'ai trouvés comme ça sur la route, dans le chemin, que j'ai dû aider. Mais ce qui est visé par-delà ces deux éléments, c'est d'arriver au fait que la Cour se déclare dans l'impossibilité de juger le président Gbagbo, d'abord parce que tous ses droits ont été violés depuis qu'il a été arrêté. D'abord parce que son statut d'ancien chef de l'État, comme on l'a déjà suffisamment dit, faisait obstacle à son arrestation et à son transfert à la Cour pénale internationale. Et aussi, et même surtout, parce qu'il a subi des atteintes à son intégrité physique et psychologique qui vont contre le règlement, contre le statut de la Cour, puisque le statut de la Cour prévoit qu'on ne peut attraire quelqu'un devant elle si elle a été torturée, si elle a été bafouée dans ses droits, ce qui a été le cas. Moi, en tant que Français, si un pays étranger, si des étrangers venaient bombarder l'Élysée pour retirer le président puis mettre un de leurs copains, quelqu'un de leur choix, ben je ferais la gueule. Hein. C'est quelque chose qui ne serait pas normal. Bon, c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est une injustice dont, en tant que Français, je me sens en partie responsable, parce qu'on est un peu à l'origine de ça. Voilà. Et bon, la preuve en est que maintenant, ils ont installé quelqu'un que les Ivoiriens n'ont pas choisi, qui n'a pas été légalement élu. Le résultat est là maintenant, il ne s'en sort pas, il ne peut pas gouverner le pays, et puis le pays risque de s'effondrer petit à petit s'il continue comme ça. Voilà, donc il faut que tout reprenne sa place. Makori est un quartier qui était très bien avant parce qu'on ne mourait pas de faim. On ne s'entraidait même par famille. Et si tu avais des amis, ça veut dire que dans chaque maison, on avait des amis, comment on dit, bon, chaque enfant d'une maison avait quand même une référence de l'autre côté. Mais aujourd'hui, rien de tout ça n'existe aujourd'hui. Mais ça, c'est une réalité. Vraiment, ce que je suis en train de vous dire, je le dis du profond du cœur, rien de tout ça existe. Aujourd'hui, mon quartier est méconnaissable. Voilà. Mon quartier est méconnaissable. Pour 500 francs aujourd'hui, pour 500 francs, tu peux avoir un couteau dans le ventre. Pour 500 francs. Mais quand on parle de Makori résidentiel, c'était les meilleurs quartiers d'Abidjan quand même. Mais aujourd'hui, pour 500 francs, tu peux perdre la vie. Dans le quartier Makori. Dans le quartier Makori. Oui. Alors, en ce qui concerne l'état de santé du président, effectivement, qui est l'un des points qui ont permis, bien entendu, d'obtenir ce report du tribunal, il faut dire qu'il y avait déjà eu un premier constat qui avait été fait par un médecin délégué par la CPI. Et ce constat a été soumis, mais on ne pouvait pas vraiment considérer que c'était un véritable rapport d'expertise, d'où la demande de la défense de désigner des experts pour confirmer ce qui a été déjà constaté. Et les rapports qui ont été rendus, ils seront examinés par la Cour, mais on peut d'ores et déjà, je pense, supputer, pour ne pas dire être assuré qu'il sera constaté que le président Laurent Gbagbo a fait l'objet d'actes de torture. Et si le président a fait l'objet d'actes de torture, il ne peut donc pas être jugé. Alors vous avez remarqué effectivement qu'au lendemain de son élection, il a très clairement dit qu'il se démarquerait de ce que l'on appelle encore aujourd'hui la France-Afrique. Que pensez-vous qu'il puisse faire pour pouvoir y parvenir ? Bah écoutez, je crois que quand on parle de France-Afrique, souvent les gens ne voient là que le système de réseau, la corruption, la barbouzerie. En réalité, moi je pense qu'il faut analyser beaucoup plus en profondeur les rapports entre l'État français et les États d'Afrique. Et si aujourd'hui la France est une puissance qui compte au sein de l'Union européenne et qui compte aussi dans le monde, qui a sa voix au Conseil de sécurité de l'ONU, elle le doit bien évidemment à ses rapports, à ses anciens rapports coloniaux avec l'Afrique. Et je crois que cette rupture-là, elle ne viendra pas de la France parce que ça irait à l'encontre des intérêts de l'État français. Et je crois que cette rupture avec la France-Afrique, ce sont les responsables et les peuples d'Afrique qui l'établiront. L'administration ne peut pas fonctionner parce que nos personnes, nos cadres qui ont été formés ont été licenciés purement simplement parce qu'ils appartenaient, soi-disant appartenaient au bord politique de M. Laurent Gbagbo, de notre président qui est actuellement à l'AE. Voilà. Et M. Draman, à la place, il a mis des gens qui n'étaient pas qualifiés. Voilà. Et ces gens, soi-disant parce qu'ils ont pris des armes pour l'aider à acquérir le pouvoir, donc du coup, ils ont été récompensés par des postes.
pour lesquels ils n'ont pas été formés. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une administration qui est bloquée, rien ne va. Chaque personne, chacun se lève et il fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se retrouve dans une impasse au niveau social, politique, économique et judiciaire. Précisément, les FRC en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, sont des gens qui ne donnent pas de la sécurité aux citoyens. Voilà. Il y a des FRC qui occupent des domiciles aujourd'hui et que ces familles-là sont hébergées par des gens de bonne volonté, de bonne foi. Mais comme vous le voyez, mais vous pouvez même le constater si vous suivez aussi la télévision de temps en temps de la Côte d'Ivoire, où les gens vraiment ne se reconnaissent pas vraiment cette police-là. FRC dénommée FRC, je ne sais quoi. Et, le gros problème que vit aujourd'hui mon quartier, je ne parle pas précisément de mon quartier, parce que c'est un quartier que je connais bien là où j'ai grandi, où les FRC, à partir de 20h, font la loi. Donc les jeunes aujourd'hui là-bas ne vivent plus. Ces jeunes-là, ils sont terrés dans leur maison, ils ont peur. Parce que si tu sors, on te prend, il faut que tes parents aient 300 000 francs pour te retirer. Donc si on doit te prendre 10 fois dans le mois, ça veut dire quoi? Que tes parents sont obligés à mendier. Est-ce que vous êtes en train de dire là, madame, vous êtes en train de dire là, madame, que les FRC organisent des enlèvements en Côte d'Ivoire et des kidnappings, oui. Avec la possibilité pour ceux qui ont les moyens d'être avec des demandes de rançon? Oui, même pour ceux qui n'ont pas les moyens. Parce qu'il faut d'abord prendre l'enfant pour savoir si les parents ont des moyens. Donc il y a des enlèvements. Et ça, je vous le garantis parce qu'il y a eu un fait qui s'est passé même dans ma famille. Mon neveu a été kidnappé par ces FRC où ils ont demandé la rançon de 300 000 francs CFA. Voilà, donc on a dû quand même faire du tapage. Puis il y a quelqu'un qui nous a dit, ah mais non, si vous avez envie de perdre votre vie, continuez, sinon payez les 300 000 francs. Donc on a dû se cotiser en famille pour pouvoir payer cet argent. Alors il y a eu pour une fois que les Ivoiriens, ça s'est déjà passé dans d'autres pays d'Afrique, mais enfin bon, il y a eu quelqu'un qui aime son peuple, qui veut vraiment le bien de son pays. Bon, ça n'arrange pas les affaires de tout le monde, il a fallu s'en débarrasser, le résultat est là, maintenant la situation elle est pourrie. Concernant donc cet état de santé, il est évident que dès lors qu'il aura été prouvé que le président a subi des actes de torture, fût-ce au plus petit degré, la Cour devra prendre cela en compte. Dans le meilleur des cas, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on va écouter, Laurent Gbagbo aura une audience, il aura beaucoup de choses à dire, certainement, et dans tout ce qu'il va révéler, beaucoup de hauts responsables seront éclaboussés. Bon, ça serait l'idéal, c'est ce qu'on voudrait, parce que l'essentiel, c'est que la vérité soit dévoilée, c'est ça que l'on cherche. Hein? Est-ce que ça va se passer comme ça? On le souhaite vraiment. On le souhaite vraiment, mais voilà, on continue, on lutte, on espère que ça va se passer comme ça. Je pense qu'il faut bien comprendre que lorsque M. Gbagbo a été transféré, d'ailleurs de façon tout à fait illégale, à La Haye, il était dans une situation d'homme qui avait à faire, si je dois dire, il avait à faire face au reste du monde. Il avait avec lui une partie du peuple ivoirien, au moins la moitié, et il avait avec lui quelques hommes de conviction de par le monde. Aujourd'hui, les choses sont en train d'évoluer. On s'aperçoit d'abord que beaucoup de mensonges ont été dits sur M. Gbagbo. C'était, paraît-il, quelqu'un qui avait détourné des millions d'euros. Or, la Cour pénale internationale a dû reconnaître qu'il était en état d'indigence pour assurer sa défense. Ce qui veut dire qu'on a menti, qu'on a sali son image. Deuxièmement, M. Ouattara et l'ONU ont dit que M. Gbagbo avait été traité avec les honneurs dus à son rang et qu'il avait été bien traité. On s'aperçoit aujourd'hui que ces assertions sont fausses puisque la Cour pénale internationale a finalement accepté à la demande de la défense des expertises médicales qui montrent pour l'heure qu'on peut douter de la justesse de l'affirmation de M. Ouattara. Il est donc pris en flagrant délit de mensonge et je pense que petit à petit, la vérité sur cette tragique réalité ivoirienne est en train de se dévoiler. Je crois que ces reports successifs sont des victoires pour la défense, mais il faut que les gens soient bien persuadés qu'on est engagé dans un processus extrêmement long, à la fois politique et juridique, qu'une libération conditionnelle de M. Gbagbo signifie une forme d'effondrement pour le système Ouattara, et comme la CPI est prétendument indépendante, mais a quand même été
été constituée pour répondre aux volontés du Conseil de sécurité de l'ONU en dernière analyse. Je pense qu'aujourd'hui, la communauté internationale est tellement lancée dans son soutien tout azimut au président Ouattara qu'elle ne peut pas autoriser que la justice soit dite avec une libération conditionnelle de M. Gbagbo. Le jour où on aura vraiment cette date-là, venez tous. Et le train de la liberté, ce train-là, il est là et il existe. C'est lui qui nous permet d'aller et de venir. Donc à chaque fois qu'il aura à La Haye une audience, venez tous en train. Parce que c'est grâce à ce train-là que vous allez faire une mobilisation réelle et une marche réelle. N'ayez pas peur de ce train-là. Venez tous en train de la liberté et nous vous attendons. Guy Samuel Numti, Solidarité africaine de France et africain du monde qui est dirigé par Thibaut Obou, donc par moi, nous vous disons de venir en masse. Un dernier message, c'est aux Ivoiriens. Le dernier message aux Ivoiriens, qu'ils s'accrochent, qu'ils ne désespèrent pas. Je sais qu'ils sont un peu coincés, beaucoup commencent à perdre courage, mais nous on est là, ça fait 19 mois qu'on est là, qu'on bat le pavé, on ira jusqu'au bout, il n'y a pas de problème, et donc qu'ils ne s'en fassent pas, on luttera jusqu'au bout, on ne lâchera jamais, il est trop tard pour lâcher maintenant. On a été trop loin, il est trop tard pour lâcher, donc surtout qu'ils ne désespèrent pas, qu'ils peuvent compter sur nous, comme nous on compte sur eux. On compte aussi sur eux, il ne faut surtout pas de découragement. Voilà. Le dernier mot, c'est de ne pas désespérer, mais il faut toujours avoir de l'espoir, car notre président sera avec nous d'ici peu. Je pense que vous le voyez, je ne sais plus quel nombre de rassemblements à La Haye. C'est la première fois qu'un détenu par la CPI voit des mobilisations populaires pour soutenir sa cause. Je pense que nous sommes engagés dans un combat difficile, un combat qui sera long, mais les premiers pas montrent que petit à petit la vérité va se rétablir. Ce sera un combat long et j'engage tous ceux qui sont dans cette bataille pour la vérité, de rester ferme, même si ce combat doit durer des années. Le courage de dire à ses amis, mes copines que j'ai somaliennes, Fatima par exemple, je lui disais, mais c'est parce que tu es musulmane que ces choses-là se passent chez vous. Mais c'est quand ça te touche réellement, tu sais que cette souffrance-là, tu dois la partager avec tous tes frères. Que ça, c'est une réalité. Parce qu'aujourd'hui, je continue de le dire parce que ça me fait très mal. Parce que cette amie-là, je l'avais maltraitée à cette époque-là, en 94 en Italie. Et j'ai présenté mes excuses publiquement. Je lui ai dit vraiment, je n'étais pas mûr, je n'étais pas assez mûr. Je n'avais pas compris que vous étiez en train de souffrir. Je me suis même moqué de toi. Je demande pardon. Je demande pardon à cette fille-là publiquement, même si c'est une télévision. Je ne sais pas où ça passe. Je demande pardon. Je demande pardon à ces amis-là. Ce n'est pas le fait qu'elles soient musulmanes ou pas, qu'on soit chrétien ou musulman, ça touche tout le monde. Voilà, la preuve en est qu'ici, nous sommes ici tous avec des frères béninois, togolais, camerounais qui ont été toujours avec nous. Donc je remercie tout ce beau monde-là.